Je m'appelle Eric. Je suis d'âge moyen, de classe moyenne, et à peu près dans la moyenne pour tout le reste, sauf dans mon mariage. Là, je suis à 100%. Et je pensais que ma femme l'était aussi. Mais je me suis trompé lorsqu'elle a hérité des biens de son défunt père. Je n'ai eu aucun mal à lire les signes avant-coureurs quand ils étaient écrits au rouge à lèvres, le rouge à lèvres de ma femme. Cela annonçait haut et fort qu'elle était nouvellement riche et luttait contre la fameuse envie de 7 ans, qu'il comptait apaiser avec son nouvel héritage et son nouveau jeune et beau coach sportif, riche. Son envie de 7 ans l'avait transformé en 7 ans. 2 mois auparavant, mon beau-père de 82 ans, semi-sénile, est décédé. Il a épousé une serveuse de cocktail de 27 ans. La belle-mère de ma femme, après 2 mois de mariage, et son demi-frère adulte, ont essayé de voler l'argent que mon défunt beau-père avait laissé à ma femme. Je n'ai pas perdu de temps avec les avocats. La belle famille aurait dépensé tout l'argent avant que nous obtenions gain de cause. Je me suis présenté à leur appartement accompagné de 3 hommes de main géants qui travaillaient pour un requin solitaire, amis de longue date et qui me devaient une immense faveur. Le mois dernier, lorsque le FBI est venu saisir sa voiture chez le concessionnaire automobile pour révision, j'ai effacé les preuves de son comportement solitaire avant qu'il n'arrive à la voiture. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite. Je faisais des cauchemars où le FBI viendrait m'arrêter. J'ai montré à la belle-mère de ma femme des copies de son acte de mariage avec l'homme qu'elle prétendait être son frère. C'était une bigame. Je lui ai proposé de garder $10 000 si elle faisait un chèque du reste à ma femme. Sinon, je la conduirais au bureau du procureur où elle risquerait une peine de prison pour fraude et bigame. 2 des hommes de main sont restés avec son fils, tandis que l'autre nous accompagnait pendant que j'accompagnais la belle-mère à la banque où elle a retiré l'argent volé et l'a déposé sur un chèque de banque libellé à mon nom. D'habitude, ma femme est réservée au lit et loin d'expérimenter. Pour être honnête, elle a généralement juste 3 degrés de plus que froid au mieux, comme le jour de mon anniversaire, et 5 degrés de moins le reste du temps. Mais lorsque j'ai présenté le chèque de plus de 5 ans de salaire à ma femme, elle m'a offert le meilleur rapport sexuel de notre mariage. Elle est devenue une actrice primée sur notre lit conjugal. C'est là que j'ai compris que pour avoir de bonnes relations sexuelles avec ma femme, je devais lui donner des centaines de milliers de dollars. J'ai rapidement calculé qu'en fonction de mes revenus et de mes économies, je ferais de bonnes relations sexuelles en 2199, ou 2195 si j'obtenais une augmentation. Je ne suis pas le meilleur vendeur de notre concession automobile. Je suis constamment numéro 2 sur 10. La première est une femme magnifique qui vend des voitures à des hommes trop occupés à fixer son chemisier mal boutonné pour discuter du prix. Une fois l'argent en poche, Clara, ma femme depuis 7 ans, est devenue distante. Elle ne me regardait plus dans les yeux. Elle se plaignait que tout ce que je faisais était mal. Elle me reprochait de mettre ma chaussette droite avant la gauche. Comme si ça changeait quelque chose. Les chansons que j'écoutais sur Apple Music, qu'elle appréciait avant, la gênaient maintenant. J'avais l'impression qu'elle se séparait de notre mariage maintenant qu'elle avait un peu d'argent. Un soir, alors que je me penchais au lit juste pour l'embrasser, elle m'a repoussé et m'a dit qu'elle comprenait ce que je pensais et de me débarrasser de ma bedaine et d'aller me faire foutre. Elle a continué en disant que les femmes pouvaient désormais poursuivre leur mari pour violence conjugale. J'étais tellement choqué que je me suis figé sans rien dire. Je suis sorti du lit et j'ai dormi dans la chambre d'amis. Je voyais les choses tourner dans sa tête. Pour moi, c'était la fin de notre mariage. Puis j'ai pensé qu'elle avait peut-être besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle fortune. Ou peut-être que c'était hormonal et que les choses redeviendraient comme avant. J'avais tort et elle m'a clairement fait comprendre que je ne devais plus jamais la toucher. J'ai passé les 2 semaines suivantes sous le choc, trop blessé pour faire autre chose qu'espérer que ce n'était qu'une phase passagère. Elle a ensuite acheté une nouvelle garde-robe plus sexy. Puis elle s'est inscrite dans une salle de sport et a engagé un coach personnel, riche, dont la femme aisée possédait 3 salles de sport. Je ne suis pas détective privé. Je ne suis pas un dur à cuire. Et j'avais épuisé ma seule faveur auprès du seul dur à cuire que je connaissais pour soutirer l'argent de ma femme. Je me suis battu 2 fois au lycée et j'ai perdu les 2 fois lamentablement. Mais je n'ai pas fui, même si je savais que je me ferais virer. Et je l'ai fait. Je suis vendeur de voitures. Je souris, je raconte des blagues et je conclus des affaires. Ce n'est pas sorcier et je ne sauverai pas le monde. Mais c'est un gagne-pain et, franchement, le seul métier dans lequel je suis à peu près bon, parce que j'aime les gens et les voitures. J'avais 20 ans quand j'ai vendu ma première voiture à une femme qui allait devenir ma première épouse. C'était l'amour de ma vie. Un jour,
nous étions à une fête et l'un de ses énormes collègues m'a demandé ce que je ferais s'il emmenait ma femme en week-end. Rien, ai-je répondu. Mais un mois ou deux plus tard, un type portant un masque noir vous remodelait le visage avec une batte de baseball Louisville Slugger, alors que j'avais un alibi en béton. C'était le plus grand bluff de ma vie. Le type a reculé. Il y a 10 ans, ma première femme est morte d'un cancer. Notre mariage n'avait pas été parfait. Je n'avais jamais rencontré personne qui l'ait été, mais j'étais heureux 95% du temps. 3 ans plus tard, j'ai épousé Clara, la fille du propriétaire de la concession automobile où je travaillais. Maintenant que son père était mort, elle était aussi ma patronne et, récemment, elle ne me le laissait pas oublier. La dynamique de notre mariage a changé. Elle n'était plus affectueuse, et encore moins romantique. Cependant, elle ne cachait pas son téléphone portable et ne quittait pas la pièce pour répondre aux appels. J'étais partagé, mais j'ai choisi d'agir plutôt que de rester les bras croisés, même si j'étais simplement paranoïaque. Lundi, j'ai payé l'informaticien du concessionnaire automobile pour qu'il installe des caméras de sécurité cachées chez moi et dans la Volvo Break de ma femme. À l'insu de mon informaticien, j'ai aussi caché un magnétophone dans la voiture de ma femme. Une semaine plus tard, l'informaticien m'a rapporté qu'il n'avait rien trouvé de compromettant contre ma femme. Je ne suis pas idiot. J'ai insisté pour qu'il me remette les cassettes et les clés USB. Il s'est mis à transpirer et a prétendu les avoir déjà effacées. Tu es un menteur, lui ai-je crié. Ma femme t'a acheté. Non, a-t-il crié. Je ne lui ai rien dit, mais c'est ma patronne et j'ai vraiment besoin de ce travail. J'ai contacté mon cousin Léonard. Enfant, il était maigre et maladif et toujours victime de harcèlement. En tant qu'avocat, il compensait désormais toutes les humiliations et les brimades subies enfant. Bien que légalement avocat, il était en réalité un pitbull en uniforme rayé, un requin en costume de requin. Il m'a suggéré de laisser Clara passer ce week-end afin qu'un enquêteur prenne des photos. Même si la Californie est un État où la faute est inexistante, la crainte de voir ces photos placardées sur Internet pourrait la rendre plus réceptive à un divorce équitable. Je n'avais pas les $500 par jour que son enquêteur réclamait. Alors, je me suis transformé en Sherlock Holmes amateur. J'avais toujours adoré les séries et les films policiers, et je pensais que cela pourrait m'amuser, ou du moins m'aider à surmonter mon chagrin d'amour. Grâce à mon enregistrement, j'avais appris et raconté à Léonard que Clara et Rich prévoyaient une escapade excitante, romantique et torride à la station de ski de Big Bear, dans les montagnes du sud de la Californie, où se tenait simultanément un congrès de concessionnaires automobiles à Los Angeles. Ça aurait été une couverture parfaite si je n'avais pas su la vérité. Clara savait que je détestais tellement le froid que je ne voudrais jamais l'accompagner dans les montagnes enneigées. Non seulement je détestais la neige, mais je détestais aussi la circulation. En montant de l'autoroute en tôle jusqu'au sommet, on peut gravir la montagne plus vite. Bonne chance si tu as besoin d'aller aux toilettes en rampant à 2 mètres par heure, ce qui m'était arrivé il y a des années. Heureusement qu'il y avait le gobelet en plastique dans le porte-gobelet. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mercredi, j'ai eu une vidéo de ma femme allant chercher son petit ami Rich à la salle de sport et les conduisant déjeuner. J'ai écouté la conversation enregistrée dans sa voiture. Ils n'avaient pas encore couché ensemble, mais ils avaient convenu de louer une chambre d'hôtel le vendredi après-midi. Elle l'a complimenté à plusieurs reprises sur ses cheveux, les comparant à mon crâne chauve. Puis elle s'est moquée de ma réaction à ma récente coloscopie médicale. Avant l'intervention, j'ai dû boire une poudre et de l'eau qui m'ont fait commencer à aller aux toilettes au bout de 2 heures et qui a duré au moins 20 heures. Pendant ce temps, je ne pouvais pas m'éloigner à plus de 60 secondes des toilettes à cause de la diarrhée explosive que je souffrais et qui ne me prévenait que de quelques secondes. Ils ont ri de l'hilarité de la situation. Cela m'a donné l'idée de la vengeance parfaite. Il me restait beaucoup de cette poudre, et ma femme était devenue esclave, voire accro, à la poudre protéinée que son futur amant, Jim Ra, lui vendait. Les 2 poudres sans goût semblaient identiques. J'ai éclaté de rire. Ce serait parfait. J'ai appelé et fait opposition aux cartes de crédit de ma femme. J'ai attendu la veille de son rendez-vous et j'ai échangé ma poudre pour coloscopie contre la poudre protéinée du pot qu'elle gardait sur le plan de travail de la cuisine. Ensuite, j'ai installé un logiciel de localisation, une caméra et un microphone dans sa voiture. Leur portée était d'environ 1,6 km. J'ai installé le récepteur dans la voiture que j'avais louée et garée à un demi-pâté de maison de là. Le lendemain matin, pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, je l'ai regardé verser la poudre spéciale dans son jus d'orange. Quand elle ne regardait pas,
j'en ai ajouté beaucoup plus. J'ai programmé un minuteur sur mon iPhone pour 2 heures. Clara a enfilé une culotte, un caleçon long, puis un pantalon de ski blanc moulant et des bottes montantes, m'a embrassé au revoir et m'a dit qu'elle m'aimait en courant vers sa voiture. J'ai ri intérieurement en l'imaginant essayer de se déshabiller rapidement sous toutes ses couches, tandis que l'inévitable diarrhée explosait comme la post-combustion de l'avion de chasse de Maverick dans le film Top Gun. Comme Maverick, quand le médicament l'atteindrait, elle aussi aurait besoin de vitesse. Clara est sortie en trombe, une valise à la main. J'ai porté ses skis pour elle, ce qui était bien sûr une blague. Son week-end ne prévoyait pas de sortir du lit avec son amant. Je lui ai donné 3 minutes d'avance dans notre rue boisée avant de la suivre dans ma voiture de location qu'elle ne reconnaîtrait pas. Grâce au traceur GPS que j'avais installé dans sa voiture, j'ai vu qu'elle roulait directement jusqu'à l'appartement de son amant, puis vers la station de ski de Big Bear. J'imagine que j'ai la maturité émotionnelle d'un enfant de 9 ans, car je comptais les minutes jusqu'à ce que 2 heures se soient écoulées depuis qu'elle avait ingéré la poudre de caca. Lorsque je l'ai perdue de vue près de Rancho Cucamonga, j'ai suivi sa progression sur mon iPhone, connecté à son traceur GPS. Du micro caché dans son tableau de bord, j'ai entendu Rich raconter comment il allait la défoncer au motel. Elle a ri et a dit qu'elle était folle de rage et qu'une bonne fessée lui ferait du bien, car j'étais un amant trop doux et ennuyeux. Elle a dit qu'elle voulait vivre des expériences qu'elle n'avait jamais vécues auparavant. Elle ne savait pas si elle avait raison. Je les ai rattrapés et, à une dizaine de voitures derrière, nous remontions lentement la route de montagne raide et sinueuse, pare-choc contre pare-choc. Depuis la caméra cachée du tableau de bord, j'ai vu Rich mettre sa main entre les cuisses de ma femme, et Clara a gémi de plaisir. Puis, 2 minutes après 2 heures, sa voiture a quitté la route précipitamment et s'est arrêtée dans un crissement de pneus sur le bas-côté. Elle a hurlé qu'elle devait partir avant que Rich puisse retirer sa main de ses cuisses. J'ai entendu un bruit caractéristique sortir des fesses de Clara. Rich a crié, ce qui décrivait précisément ce qui recouvrait sa main. Sans prendre le temps de refermer la portière derrière elle, Clara est sortie de la voiture plus vite que le lapin Energizer n'aurait pu le faire et a sprinté derrière des arbres. Je savais par expérience avec quelle soudaineté le médicament l'avait frappée derrière l'arbre. Elle a essayé frénétiquement d'enlever ses bottes avant de pouvoir retirer son pantalon, mais elle est tombée dans la neige. Il était trop tard, elle est restée accroupie pendant 10 minutes dans l'instant présent. Plus de neige immaculée, plus de neige blanche. J'ai immortalisé son humiliation avec mon appareil photo équipé d'un téléobjectif. On sait tous qu'il est interdit de manger de la neige jaune. Maintenant, je savais que la neige brune était encore pire. Je suppose que le salaire du péché, c'est l'incontinence. Son amant a dû ouvrir les vitres de la voiture malgré le froid. Puis il est sorti de la voiture pour se laver les mains dans la neige. La voiture qu'il tenait devait sentir le cloaque. Elle est retournée à la voiture et a continué à grimper la montagne pendant encore 5 minutes. Puis, une fois de plus, elle a quitté l'autoroute. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a crié Rich. Et dans quoi je me suis fourré? Grâce au micro que j'avais caché dans sa voiture, je l'ai clairement entendu crier. « Je suis malade. Aidez-moi. »« Je ne suis pas votre médecin, » a répondu Rich. « Mon mari m'aurait aidé, » a-t-elle crié. « Eh bien, tu aurais peut-être dû rester à la maison avec ton mari ennuyeux. Tu l'as échangé contre moi, et je ne suis pas venu ici pour soigner une vieille femme malade. »« Va au diable !» a-t-elle crié en courant à nouveau frénétiquement pieds nus dans la neige derrière un arbre. J'étais morte de rire. Le pantalon de ski, autrefois d'un blanc immaculé, avait maintenant une très grande tache brune sur l'assise. Ce motif s'est répété 3 fois. Puis la voiture s'est garée sur le parking du premier motel qu'ils ont croisé. Il n'avait pas été repeint depuis l'époque de Reagan. J'ai photographié Clara et Rich en train de s'enregistrer. Comme je m'y attendais, elle m'a appelé 2 minutes plus tard. J'imagine que c'est à ce moment-là qu'elle a découvert que ses cartes de crédit ne fonctionnaient pas. Je n'ai pas répondu au téléphone, ni à ses SMS et messages vocaux répétés. Je suppose qu'à ce moment-là, son petit ami payait la chambre du motel. Je suppose qu'il était contrarié, car il devait être habitué aux femmes mariées plus âgées. C'était lui qui payait pour lui, et non l'inverse. J'ai lu ses SMS et j'ai ri aux éclats. Elle était furieuse que ses cartes aient été annulées. Elle a essayé de laisser un message vocal, mais a dû s'arrêter rapidement, je suppose, pour pouvoir courir aux toilettes. Le meilleur message était celui-ci: non, je me suis supplié de monter à la montagne et de lui apporter des vêtements propres. J'imaginais ce qui était arrivé à ses vieux vêtements.
Elle était au milieu d'une tempête de sa propre initiative. Enfin, peut-être avec un peu d'aide de ma part. Bizarrement, je ne pensais pas que son escapade romantique se déroulerait comme elle l'avait prévu. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire mes valises avec les quelques affaires que je n'avais pas encore emportées et placées dans mon nouvel appartement la semaine précédente. Clara était propriétaire de la maison ainsi que de mon lieu de travail. J'ai appelé 3 fois les directeurs commerciaux d'autres concessionnaires automobiles. J'ai reçu 2 offres d'emploi en une demi-heure. Nous vivons dans une petite ville et tout le monde dans le secteur automobile se connaît. J'avais la réputation d'être sobre, travailleur et bon en vente. C'était une combinaison rare dans notre métier. La plupart des bons vendeurs doivent s'endormir jusqu'à l'ivresse pour se racheter de tous les mensonges qu'ils débitent à des clients sans méfiance. J'ai laissé mon alliance et les clés de la maison sur la table de la cuisine, sur les papiers du divorce, des photos d'elle dans les bois comme un ours, s'installant au motel avec Rich, et un mot lui disant de ne parler qu'à mon avocat et plus jamais à moi. J'ai retiré la poudre pour sel et les remplacé par la poudre protéinée. Rien ne me liait à son incontinence. J'ai aussi laissé un mot expliquant que j'espérais qu'elle aurait tout le romantisme qu'elle et Rich désiraient et méritait ce week-end. J'ai appelé la salle de sport où travaillait son amant Rich et j'ai donné à la propriétaire, Denise, la femme de Rich, le choix entre le licencier ou être poursuivi en justice pour ingérence dans mon mariage. Sa patronne, qui était aussi sa femme, était furieuse et m'a maudite en me disant avec quelle rapidité elle licencierait et divorcerait de son mari infidèle. C'était la 3e et dernière fois qu'elle le laissait s'en tirer. Je divorce de ma femme. Ce que vous faites de votre mari vous regarde, ai-je dit en m'apprêtant à raccrocher. Denise m'a suggéré un abonnement annuel gratuit à sa salle de sport, en guise de petite compensation ou de consolation. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai réalisé qu'un abonnement ne me ferait pas de mal et pourrait même soulager ma bedaine qui cachait ma boucle de ceinture, maintenant que j'étais de nouveau sur le marché des rencontres. La femme de Rich, propriétaire de la salle, m'a présenté à toutes les femmes intéressées pour se racheter de l'attitude de son mari. Elle est devenue ma coach amoureuse officielle. Ces rencontres n'ont rien donné de durable, mais c'était agréable d'être désiré et apprécié. J'ai même vendu 2 voitures à prix réduit à ces femmes reconnaissantes. Clara m'a laissé une 12aine de messages vocaux sur mon téléphone. Je les ai tous écoutés. Au début, elle a fait l'idiote. Puis, comme je ne répondais pas, elle a admis avoir fait une erreur, mais que nous pourrions nous en remettre. Puis, elle a pleuré et s'est souvenue de la fois où elle avait eu une intoxication alimentaire, et où je l'avais soignée toute la nuit. Elle a admis avoir de nouveau souffert d'une intoxication alimentaire, mais son petit ami ne l'a pas traitée comme je l'avais fait, se moquant d'elle et la traitant de « morceau de merde ». C'est à ce moment-là qu'elle a compris ce qu'elle avait perdu. Ça faisait du bien d'être appréciée, mais c'était trop tard. Émotionnellement, j'étais passé à autre chose et je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Des mois après le divorce, ma femme m'a envoyé une carte d'anniversaire. Je ne comprenais pas que j'échangeais du temps avec un homme bien contre un homme qui voulait juste passer du bon temps.